Bonjour à tous, c'est Béa et aujourd'hui je suis à l'école et je suis dans une école un peu spécifique qui s'appelle Upaya et donc cette école propose de faire un apprentissage pour les enfants dans la nature avec une pédagogie qui est spécifique et qui est donc très axée sur l'échange entre les enfants et l'environnement dans la nature. C'est pour ça que nous sommes dans une yourte. Oui. Et donc je suis avec Nicolas O qui est le président et fondateur de cette école qui s'appelle Upaya. Bonjour Nicolas. Bonjour Béatrice, bienvenue dans la yourte. Merci beaucoup. Alors je suis très intéressée par ce que cette école propose. Vous l'avez créée il y a 2 ans. Ouais. Et j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé à un moment de créer cette école et ce qu'elle a de spécifique. Ok. Alors le pourquoi, ça a été au démarrage autour d'un questionnement autour de la parentalité, quand on est devenu parents avec mon épouse. Notre fille est née, on était vraiment bercés et par la joie d'être parents et en même temps perdus par certains aspects éducatifs. Et puis ça s'est accéléré quand elle est rentrée à l'école, où parfois on se retrouvait dans des situations où on était assez démunis. Et puis, donc nous on a commencé par s'intéresser à la parentalité. Je me souviens, on a commencé à avoir des lectures, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et on a fait des ateliers parentalité. Et de fil en aiguille, d'inspiration en inspiration, je me suis intéressé aux lectures de Pierre Rabhi. J'ai découvert les projets qu'a mené sa fille, Sophie. Et il y a une 20aine d'années, elle avait créé une école à pédagogie alternative en Ardèche. Et du coup, on s'est intéressé à la lecture de son livre. On s'est dit, il faut qu'on aille le rencontrer. On a vu qu'il faisait des formations. D'accord. Et puis ça s'est fait comme ça. On s'est formé à comment créer une école. Aux pédagogies alternatives. Et en échangeant avec des amis qui étaient parents ou avec des parents de copines de la sortie d'école, on s'est rendu compte qu'on était tous dans les mêmes difficultés. Et puis que parfois, c'est comme si l'école était plus en avant que l'enfant. Tu vois, et on s'est dit mais tiens, à quel moment on peut un peu équilibrer le rapport, tu vois, entre l'école, l'enfant et les parents. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ça paraît simple quand tu le dis comme ça, mais créer une école, c'est une grosse responsabilité. Bon, ce qu'on peut dire par rapport à l'école Upaya, c'est que c'est une école privée, mais qu'elle respecte en fait le cadre de l'éducation nationale, puisque c'est un programme qui est celui de l'éducation nationale, mais que en fait il est dispensé de manière un peu différente. Pour ma part, je connaissais le cadre Montessori, les écoles Montessori. Je crois que vous vous appuyez en partie sur cette pédagogie, mais pas que. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de mettre l'enfant dans un environnement en contact avec la nature et que cette nature puisse leur servir de cadre pour apprendre. Et puis aussi cette écologie en groupe, qui n'est pas seulement l'écologie autour de la nature, mais qui est l'écologie aussi dans le rapport à l'autre, que vous essayez de mettre au cœur aussi de cette pédagogie. Oui, complètement. Upaya, c'est Upaya l'école par nature, parce qu'à l'idée, c'est aussi 2 idées, 2 projets qui ont fusionné, tu vois, avec une autre famille, avec Anne-Laure, une des facilitatrices. Et là où on s'est vraiment entendu, c'était comment replacer l'être humain, les parents, l'enfant et l'école dans une forme d'écologie, comme tu l'as dit, et qui va permettre de nourrir aussi l'écologie relationnelle, donc le rapport à soi, aux autres et au monde. Et tout en s'appuyant sur cette nature, comme tu l'as dit. Pour pouvoir nourrir le désir d'apprentissage et s'appuyer sur la formation qui est attendue dans l'éducation nationale, qu'on appelle le socle commun. Et en fait, tout va être comme prétexte pour s'appuyer sur l'apprentissage. Et quand je dis prétexte, c'est qu'en fait, on va essayer d'avoir un regard attentif sur l'enfant, sur les groupes qui vont se créer, pour les soutenir dans des pédagogies de projet qui vont permettre des apprentissages transversaux. Alors, pour bien planter le cadre, il faut expliquer aussi où vous vous trouvez. Donc, l'école se trouve
en plein dans la forêt, à 25 km d'Orléans. Donc effectivement, cette yourte, elle est placée dans la nature. Autour, on a vu en passant qu'il y avait un lac. Effectivement, la forêt est complètement autour de l'endroit. Donc ça sert effectivement de matériel pédagogique au quotidien chez Upaya. On essaye au plus. Comme tu l'as dit, on va s'inspirer de plusieurs pédagogies. Donc on a du matériel Montessori dans la yourte. Effectivement, on en a autour de nous là. Et puis la forêt, ça va être les inspirations autour de ce qu'on appelle les forest schools. Et puis de la pédagogie par la nature où l'observation, enfin une balade en pleine nature à pied ou à vélo va permettre de nourrir l'observation. De reconnaître des espèces végétales ou animales. Et puis aussi dans l'aménagement des espaces, comme tu l'as dit, la yourte est posée aux portes de la Sologne en fait, hein. Et puis on a une clairière. On souhaite aussi aménager des espaces de permaculture. Et on a, par exemple, l'année dernière, il y a un tipi qu'on souhaite végétaliser qui a été monté. Et ce tipi végétal, pour le monter, le prétexte a été d'appliquer Pythagore, tu vois. Bon, alors qu'on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser. Effectivement, dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Donc ça, c'était un prétexte. Par exemple, là, ce qu'ils vont commencer à faire, c'est l'observation des espèces animales, donc notamment les oiseaux, où ils vont apprendre à utiliser une tablette, tu vois, parce qu'on reste aussi connecté au multimédia, oui. On a une connexion. Et puis, ils font des relevés, donc il y a toute une interaction où j'observe les oiseaux qui viennent, on leur crée des mangeoires, et puis ces relevés-là, on les transmet ensuite pour qu'ils soient récupérés au musée de l'homme et qu'ils puissent s'appuyer sur des données. Donc en fait, le jeu, l'observation va vraiment nourrir des données scientifiques. Tu vois. Donc, super. Ça, c'est des prétextes. Je te cite des exemples comme ça qui me viennent en tête. Alors, avant qu'on parle un peu plus du fonctionnement en fait de l'école, des élèves, je voudrais qu'on parle un peu de toi et pourquoi. Ce qui t'a amené un petit peu, parce que dans ton parcours, on sent bien qu'à un moment donné, il y a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui et cette école. Donc, je sais que tu étais pompier, notamment pompier de Paris, et que tu pratiquais aussi les arts martiaux, que tu les as pratiqués aussi auprès des jeunes. On s'est croisés dans des quartiers où tu t'adressais aux jeunes dans des programmes pour leur apprendre le rapport aux autres et le lien que fait les arts martiaux sur le rapport à soi. Est-ce que ça t'a effectivement ce parcours-là en fait t'a amené à ce projet aujourd'hui? Oui, j'aime bien que tu passes par ce bout de mon chemin de vie, parce qu'effectivement, ce qui est primordial pour moi, c'est cette vision un peu sociale, du par mon métier, où je peux avoir une vision sociale de l'expérience que j'ai du terrain. Les arts martiaux m'ont amené une expérience dans la connaissance de soi et de l'autre. Et puis tout ça réuni avec la question de l'éducation, pour moi ça faisait sens, parce que pour moi ce qui permet vraiment de contribuer à retrouver une place dans nos cités, dans nos sociétés, ça passe par l'éducation. Donc pour moi l'éducation c'est contribuer à une forme de changement de paradigme, si tu veux. Bien sûr. Et puis permettre à chacun de retrouver sa place. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez 25 élèves, une création depuis 2 ans. Donc vous êtes rentrés, effectivement, vous avez fait le choix de suivre le programme Éducation nationale, ce qui effectivement permet aux enfants de suivre le socle commun. Quels sont le fonctionnement et les fonctionnements au quotidien de l'école? J'ai vu par exemple que il y avait une méthode un peu dite de projet pour des enfants, ou bien qu'ils étaient dans des apprentissages très ouverts sur les autres et donc sur le monde, et qu'il y avait des travaux qui étaient faits aussi par rapport à ça. Donc ça n'est pas que le lien avec la nature, c'est aussi le lien avec l'environnement de l'être humain et donc de l'autre. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça, et quelles sont les personnes qui travaillent avec vous là-dessus? Eh bien écoute, alors j'essaie de mettre de l'ordre et du sens et de voir par où je passe pour te répondre. J'ai 2 élans et en fait, pour te dire, je vais passer par l'élan par l'humain. Tu vois, pour pas
tout de suite basculer dans l'action. Parce que j'en profite comme ça pour citer quelque chose, qui est une phrase qui est pour moi un petit peu comme mon mantra en ce moment, c'est connection before action. Et l'idée, c'est d'abord de se connecter autour de valeurs. Et la clé, c'était de constituer l'équipe. Donc on a une équipe d'adultes formés, qui sont, à mon sens, inspirants d'une certaine manière, et qui vont essayer d'inspirer et de faciliter les enfants dans leur apprentissage. Donc ça modifie déjà légèrement le rapport. Et ensuite, on va créer un cadre, effectivement s'appuyer sur les attentes du socle commun, comme tu l'as dit, parce qu'on est enregistré au rectorat, on est une école privée hors contrat, donc ça fait partie de nos devoirs. Et pour ce faire, cette équipe formée notamment à des techniques et à des méthodes relationnelles, notamment on va s'appuyer ici à la communication non violente, qui a été créée par Marshall Rosenberg et qui lui a une vision sociale. C'est-à-dire que lui, sa méthode n'est pas tant uniquement de faire du lien et d'avoir un outil de communication, mais aussi de contribuer au changement social. Donc ça, moi je vois que j'aime beaucoup m'appuyer sur cette fenêtre-là. Et du coup, ensuite, on va s'appuyer, comme tu l'as dit, sur la pédagogie de projet. On va essayer de soutenir un enfant en fonction de sa passion. Et puis on va essayer aussi de soutenir des projets plus ambitieux et qui vont être sur le long terme, sur une année, sur une saison. Donc au départ, honnêtement, l'année dernière, c'était des projets plutôt à court terme, voire moyen terme. Notamment, par exemple, créer de A à Z une sortie vélo. Donc c'est une école multigénérationnelle, il y a des enfants qui sont de 3 à 12 ans, les élèves, les 25 élèves qu'on a aujourd'hui. Et du coup, le parcours, il faut aussi mesurer en fonction des potentiels et des possibles de chacun. Donc calcul de la distance, topographie, les autorisations auprès des parents, les accompagnants. Ils montent tout de A à Z et nous on les accompagne pour valider. Du coup, ils apprennent à s'exprimer, à écrire, à faire des demandes, à faire de la mathématique, de la topographie. Enfin voilà, tous les prétextes vont être bons. Voilà, pour juste une sortie vélo, tu vois. Et puis quand on va sortir, il va y avoir la découverte de l'environnement dans lequel on vit. Bien sûr. Et cette année, par exemple, en pédagogie de projet, il y avait le projet de faire une sortie en bivouac et puis descendre de la Loire. Bon, ça va être entre parenthèses et reporté peut-être à la saison suivante, parce que la condition, c'est que chaque enfant sache nager. Et aujourd'hui, vu le contexte, les piscines sont fermées, donc du coup, on s'adapte au contexte. Mais tu vois, il y a quelque chose qui essaie d'avoir l'ambition d'eux, parce que pour arriver à cette sortie bivouac, ça nécessitait de faire intervenir un instructeur en kayak. C'est un coût, la location de matériel. Donc ils ont travaillé sur l'élaboration de ce projet avec les différentes étapes. C'est ça, de A à Z. Donc on va y mettre des maths, la constitution d'un budget, rentrer en lien avec les intervenants, comment budgétiser, donc mettre en place des initiatives. Ça veut dire qu'ils vivent à un moment donné un projet dans sa globalité, des plus petits aux plus grands, avec effectivement le lien avec les matières qu'ils ont et ce qu'ils ont à acquérir en fait. Oui, complètement. C'est-à-dire que ce projet, on sent qu'eux, ils vont être animés et portés par sa réalisation. Par sa réalisation, du fait que on cherche à connaître quels besoins ils vont nourrir dans ce projet-là. Qu'est-ce que ça leur permet ? À partir du moment où ce projet-là, il nourrit un rêve ou il te rend la vie belle, enfin tu vois, un besoin d'exploration, tu vas trouver les stratégies, les méthodes pour y parvenir. Nous un peu, notre posture, c'est ça, quand je disais connexion avant l'action, c'est vraiment ça. Donc on se connecte à quelle est ma réalité, est-ce que ça fait sens pour moi quand je le fais ? À partir du moment où ça fait sens, je vais trouver les moyens d'y arriver. Et donc ma question suivante, c'est comment ça se passe ? Tu m'as donné l'exemple d'un élève qui était passionné par la Seconde Guerre mondiale et qui et donc pour lequel le projet était de réaliser des travaux ou en tout cas un projet autour de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il a fait comme un organisateur d'événements ou de projets. Comment ça se passe avec les autres élèves ? Parce que s'ils ne sont pas passionnés par la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce que cet environnement se constitue ? Oui, et c'est là le challenge. Ouais, j'aime cette question. Le challenge, justement, c'est de s'adapter au multigénérationnel. Et effectivement, la Seconde Guerre mondiale, elle ne va pas parler à un enfant de 3 ans. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des temps différenciés
entre les générations. Et par contre, pour les élèves qui font partie de la génération qui peut être concernée justement par le socle commun, parce que la Seconde Guerre mondiale fait partie des attentes, et ben on les convie à participer à l'atelier. Donc lui, il explique aussi son projet, le pourquoi il le monte. Et puis les autres... donc là, on parlait, quand tu parles de ce projet, pour être concret dans l'expérience, était organisée normalement une visite du CERCIL à Orléans, qui n'a pas pu se faire encore une fois avec le contexte. Donc on s'adapte. Lui, il n'a pas lâché l'affaire. C'est dans ce cas-là, on va peut-être. Est-ce qu'on peut l'inviter ? Donc il a invité un historien qui est venu présenter d'une manière pédagogique assez remarquable un chapitre de la Seconde Guerre et qui a captivé et vraiment il a su tenir l'attention des enfants pendant toute son intervention. Donc quand tu dis il l'a fait venir, ça veut dire que le projet il a pu travailler sur son financement, parce que je suppose que faire venir un intervenant il fallait le rémunérer, sur l'organisation, sur le contact avec cet intervenant, sur tout ça. Ouais. Tout à fait, il rentre en contact avec l'intervenant. Bon, aujourd'hui, on va utiliser les mails au départ, c'est plus comme ça qu'on va rentrer en lien. Et puis, pour l'intervention de cette personne... lui, il a fait le choix de faire de la cuisine et de pouvoir la vendre en fin de journée pour le goûter. D'accord. Et puis, avec l'argent qu'il va récolter, ça permettra de financer la venue de cette personne. Ok, donc effectivement, c'est la construction du projet de A à Z avec l'ensemble du groupe. Et puis il y a un engagement, parce que lui, il y a l'engagement dans la yacht, mais aussi à la maison, parce que effectivement. Il va préparer tout ça, il va peut-être solliciter des copains pour l'aider. Il y a une coopération aussi qui peut se créer. Donc on part d'un projet individuel, ça c'est aussi la clé. C'est comment on va naviguer entre la balance individu-collectif. Tu vois, sans se perdre uniquement dans l'individu, ça peut être un piège, parce qu'un individu où on va tout lui mettre à disposition, avec l'idéologie de la liberté et de l'autonomie, c'est une chose, mais s'il se perd ou s'il perd le collectif, ou tu vois, ça fait pas sens, et inversement. Si on met en avant que le collectif et on perd l'individu, effectivement, ça fait plus on perd l'individualité. Voilà. Très bien. Et alors du coup, ça pose aussi cette question qui est si les enfants sont dans cet environnement privilégié, avec un temps d'apprentissage qui est privilégié, une méthode qui les rapproche les uns des autres et qui est très ouverte, est-ce que c'est pas un risque de les déconnecter en fait d'autres enfants qui eux n'auraient pas eu cette pédagogie, ou la chance en tout cas d'évoluer dans une ouverture telle que celle-ci? Alors ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup, justement, sur un enfant qui a connu ce type d'école, comment il peut s'adapter aux écoles s'ils reviennent aux écoles plus traditionnelles, notamment celles du public. Nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, après je te dirais qu'on n'a pas encore suffisamment le recul, nous, de notre expérience de terrain, mais ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant développe justement suffisamment de qualité d'écoute, de bienveillance, mais dans le sens noble du terme, je dirais, dans le sens quand je parle bienveillance, je dis, tu vois, dans le sens de bien veiller, bien voir les choses, de bien se reconnaître, de bien reconnaître l'autre. Dans les souverainetés individuelles, et puis si je m'engage dans un projet collectif, c'est au service d'un projet qui fait sens pour moi. Donc à partir du moment où on va faciliter et contribuer à ce que ce soit des individus connectés à ses valeurs, à sa boussole intérieure, quand il va changer d'environnement, il va être capable de s'y adapter. Donc on favorise les capacités adaptatives, et voilà, ça c'est un petit peu le sillon qu'on aimerait suivre. Après, je te cache pas qu'aujourd'hui, il y a un challenge dans l'intergénérationnel, parce que les rythmes sont différents. Je dirais qu'il y a une complexité qui est dans la maturité émotionnelle, due au développement du cerveau, quand on s'intéresse un peu aux neurosciences. On ne peut pas demander à un enfant de 3, 4, 5, 6 ans d'avoir une gestion de ses émotions. Bon, gestion, c'est pour qu'on se comprenne, mais... qui est celle d'un adulte, parce qu'aujourd'hui les neurosciences mettent en lumière que le cerveau au niveau émotionnel, au niveau du cortex orbitofrontal, commence à se développer seulement à 5 ans et mature jusqu'à 20 ans.
Mais du coup, il y a des oppositions qui naissent entre l'enfant de 12 ans qui, lui, a besoin de son temps de calme, de lecture, et puis l'enfant qui va vouloir bouger. Oui. Donc nous, ce qu'on met en œuvre, c'est d'être capable de s'accueillir l'autre avec des rythmes différents, de se faire entendre, comprendre. Parfois, on a des conflits, et il y a aussi toute une science autour de la médiation, de l'écoute et de l'empathie qui se met en place, des cercles restauratifs. Il y a toute une stratégie qu'on a mis en place pour les accompagner vers d'autres paradigmes. Et vous appuyez sur ça, sur des choses qui ont été faites ces 20, 30 ou 40 dernières années en termes de pédagogie. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Alors oui, on va évidemment s'appuyer sur les pédagogies qui existent. Et la plus ancienne sur laquelle on va s'appuyer, ça va être le matériel de la pédagogie Montessori, notamment. Ensuite, on va s'appuyer sur un réseau d'écoles qui s'appelle le réseau des écoles démocratiques. D'accord. La spécificité de ce réseau, c'est de mettre en place vraiment la démocratie et de l'expérimenter, et de donner sa place à un enfant. C'est-à-dire que chaque enfant qui compose cette école est accueilli comme un humain qui a une voix, avec les membres de l'équipe. Okay. Donc il peut participer et contribuer au vote des règles de vie, des accords de vivre ensemble qu'on peut élaborer, et ça leur donne une place d'expression, tu vois, ça donne de la valeur à qui je suis. Bien sûr. Et qu'est-ce que je veux, et tout est discuté, tout est débattu, tout est voté ensemble. Donc nous on a fait le choix d'avoir un conseil par semaine. Pendant ce conseil, on va débattre sur des propositions de règles, on va les voter, et puis on va aussi établir le planning de la semaine qui va suivre. Ça en fait des citoyens qui, après, comprennent le sens du droit de vote, comprennent leur place au sein de la société et ses mécanismes. Et si on double de ça le travail qui est fait sur la nature, ça en fait aussi des citoyens engagés dans leur environnement. C'est un peu l'école idéale. Alors, idéal, en termes d'idéologie, on pourrait dire que pourquoi pas. Oui. Après, en termes de terrain, il y a... le vivant fait ça, tu vois, c'est pas linéaire. Donc on danse avec le vivant, je dirais. Mais effectivement, ça fait... je pense que quand on connaît les choses, c'est plus simple d'en prendre soin. Donc quand je connais le système dans lequel je grandis, je vais essayer de prendre soin de ce système. Tu vois, cette démocratie, elle a des valeurs, elle apporte des valeurs qui peuvent faire sens. Quand on demande à un jeune de 18 ans de voter parce qu'il a eu 18 ans et qu'on lui a pas expliqué ou qu'il n'a pas pu l'expérimenter... Effectivement, ça n'a pas la même couleur. Ça manque un peu de sens. Ouais. Et puis, pour ce qui est de l'écologie, quand je suis en contact un peu plus avec la nature et que je la connais, et que je vois les bénéfices aussi que je peux avoir d'être à son contact, parce que j'ai besoin d'elle aussi pour vivre, notamment ils vont apprendre à créer un potager et à faire pousser des fruits et des légumes, tu vois. Là, on a un atelier qui est à venir là, dans les jours qui suivent pour planter des arbres. On va planter des arbres fruitiers, on va planter des choses. Ça fait sens, ils vont contribuer à cela. Donc comment je deviens acteur et proactif de ma vie et de la vie dans cette société. J'ai dit école idéale, mais je vais te chahuter un peu parce que je me doute que ces projets qui sont pas forcément les plus nombreux sur le territoire français ou même de manière générale, ça doit poser beaucoup de questions par rapport à ce que vous faites, surtout si vous êtes un peu moins connu. Quelles sont les questions qu'on vous pose ou quels sont les freins que peuvent avoir les parents, même si à un moment donné ils cherchent à se renseigner, quelles sont les questions qu'ils vous posent? Alors les questions qu'on a le plus souvent, c'est effectivement sur les pédagogies qu'on va porter. Et là où parfois ça peut déjà ébranler les premiers parents, souvent ils ont une attente sur une pédagogie, sur une méthode. Alors pourquoi on n'a pas fait le choix d'être uniquement sur une méthode? C'est en s'inspirant d'autres écoles. Et ils ont pu observer que parfois à certains moments, si je suis collé à une méthode, je ne vais pas forcément répondre à toutes les typologies d'enfants. Et nous, on a fait le choix d'avoir un maximum de souplesse dans les propositions pédagogiques pour au maximum que chaque enfant, être humain, puisse s'épanouir.
Donc on s'est beaucoup appuyé sur les neurosciences, notamment, avec les rythmes d'apprentissage de l'enfant, les 4 piliers de l'apprentissage. D'accord. Avec des professeurs en lien avec le sujet des neurosciences ? Alors, soit pour certains de l'équipe se sont formés, oui. ou pour d'autres se sont intéressés, ou alors on a fait des rencontres. Okay. On est aussi allé dans d'autres écoles, enfin voilà, c'est nourri de tout cela. Et pour les attentes des parents, là aussi où je suis vigilant, c'est que ce projet, moi je le veux comme quelque chose qui va faire partie et s'intégrer parfaitement dans cette transformation qu'on souhaite. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on peut ne pas être en accord aujourd'hui avec ce qui peut exister, mais c'est pas pour autant que j'ai l'énergie où je vais aller contre les choses. Ou aller dans une forme de révolte, de rébellion, tu vois. C'est plutôt d'aller voir chez moi, mais comment je peux aller solutionner et transformer pour apporter des idées et puis créer des espaces qui vont permettre de nourrir autre chose. Et c'est un peu le discours que j'essaie d'avoir avec les parents, c'est que les choses on les fait pas contre contre, tu vois, une idéologie de l'école ou une chose pour laquelle je vais pas être en accord, et comment on va mettre du et peut-être nous réussir à inspirer. Le rêve, ce serait que ce type d'école ne soit plus entre guillemets en marge, mais fasse partie d'une forme de norme, ou en tout cas possible à plus grande échelle, et accessible à tous. Tu vois, et accessible dans le sens où si je fais le choix, je peux y avoir accès. Parce qu'il y a plus de choix sur le territoire, et puis parce que c'est plus accessible financièrement. Tu vois. Il y a aussi tous ces enjeux. Il y a ces enjeux-là. Ouais. Du coup, quels sont vos rapports avec l'éducation nationale Les rapports avec l'éducation nationale, je dirais que c'est vrai que les écoles à pédagogie alternative, il y a quand même une méfiance, clairement. Il y a une méfiance parce que dans le passé, apparemment, il y a pu y avoir des abus ou des choses qui ne faisaient pas sens dans les attentes de l'éducation nationale. Voilà, moi j'ai pu ressentir une forme de méfiance et en même temps, en étant alerte avec ça, moi j'étais assez plutôt tranquille. Je pense qu'il y a un temps, ce qui va être nécessaire, c'est un temps d'apprivoisement, où il va falloir qu'on apprenne à se connaître, à faire du lien, à faire de la connexion. Je crois qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui dans l'équipe parce qu'on a une directrice et son adjointe qui sont issus de l'éducation nationale. Notre directrice est une jeune retraitée, donc qui connaît les rouages et les attentes et je dirais le langage de ce système-là et qui fait vraiment le lien, quoi. Donc on est dans un truc où, dans cette philosophie où on met du et pas du ou, tu vois, on n'est pas dans le contre, on est dans le faire ensemble. Enfin, l'objectif, ce sera vraiment de faire ensemble. En tout cas, voilà, dans la posture qu'on essaie au mieux d'avoir. Très bien. Alors, c'est quoi une journée type à Upaya ? Alors, la journée type, s'il en est, parce qu'elles sont c'est très en mouvement. Le planning peut changer, il peut être variable, mais c'est vrai qu'on a une trame. Et notre trame, elle va être de... Aujourd'hui, là, ce qui a été mis en place, c'est une matinée avec un accueil des enfants. Sur un accueil, il va y avoir un cercle de parole sur un comment ça va. Tu vois, le temps de connexion. Et pourquoi ce temps de connexion, ce comment ça va, en prenant le temps d'écouter l'autre, ça permet d'avoir des repères. Et c'est le premier repère de la journée. Ça permet de mesurer si un enfant est fatigué, si émotionnellement on le voit plutôt chamboulé, tu vois, parce que dans le cohue de l'échange du matin, peut-être il y a des choses que tu n'as pas pu voir. Et puis toi aussi, tu vas pouvoir t'exprimer. Tu vois, le facilitateur va pouvoir s'exprimer en toute authenticité, vulnérabilité sur son état. Et ça permet d'établir un espace de confiance où on s'offre des repères. Et ça, pour moi, c'est un terreau très très important qu'on peut répercuter dans le monde de l'entreprise associatif ou dans nos familles. S'offrir des repères, ça permet de mieux établir le lien et la relation, tu vois. Donc ça commence par ça, et ensuite il y a un réveil corporel, voilà, qui dure quelques minutes. Il y a aussi un temps avec le bol tibétain, donc en fonction de l'énergie de la journée, peut-être c'est un temps en silence, ou ça va être juste un temps pour boucler, tu vois, ce moment. Et puis ensuite chacun va vers ses projets personnels. Donc le projet personnel, ça va être un temps d'accompagnement plus individualisé entre l'adulte et puis l'enfant, pour le soutenir dans un projet qu'il aura choisi et y inclure vraiment le socle commun. Donc c'est des travaux un peu plus dirigés. Et puis suite à cela, ils vont pouvoir partir sur des projets plus collectifs. Donc ils ont pu s'organiser en petits groupes
Il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment du mouvement. On va vraiment favoriser cette liberté d'aller dedans et dehors, mais d'avoir quelque chose à faire. Et puis l'après-midi, ça va être des temps entre guillemets plus libres, et du coup là on va plus être observateur. Je parle des facilitateurs, de l'équipe qui est sur place. Elles sont trois facilitatrices à être là toute la journée. Et là, elles vont saisir en fait les instants où l'enfant est focalisé sur quelque chose, est centré sur quelque chose, ou est-ce que peut-être il a besoin de soutien, pour le soutenir, pour faciliter, pour l'accompagner dans l'apprentissage. Ça peut être des échanges, des ateliers autour du mouvement corporel, enfin tu vois, du sport, des choses comme ça. Ça peut être des temps plus calmes, des temps de lecture. Voilà, ça va être quelque chose qui est plus au rythme de l'enfant. Super. Et donc aujourd'hui, 25 élèves, environ 25 élèves dans cette école, mais vous avez déjà de la demande pour au moins le double, si j'ai bien compris, si c'était possible par rapport à votre environnement et l'équipe pédagogique, et des parents qui choisissent de mettre leur enfant ici par choix et par rapport à ce que vous proposez, et qui viennent d'un petit peu partout dans l'agglomération d'Orléans, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors là, effectivement, on est à une forme de croisée des chemins dans le projet. On ne pensait pas que ça arriverait si tôt, clairement. Où là, il faudrait réfléchir à comment pouvoir accueillir plus d'enfants, éventuellement grandir. Donc ça pose la question d'avoir une nouvelle structure, d'agrandir l'équipe. Voilà, on essaie d'être vigilant à ne pas confondre vitesse et précipitation aussi. Et puis en plus, tout ça, c'est des démarches qui vont aussi amener des démarches administratives, qui vont nécessaiter du temps et de l'énergie, à l'endroit où on aimerait aussi être focus sur la pédagogie, sur voilà, bien enraciner le projet, quoi, qu'il puisse perdurer de manière durable. Surtout qu'on souhaite aussi ouvrir au maximum l'espace autour de la parentalité, avec un centre pédagogique à côté. Donc il y a toutes ces choses-là. Et puis c'est vrai qu'après les familles viennent vraiment d'un peu de partout. Sur l'agglomération orléanaise, les familles qui viennent du plus loin, ça va être une trentaine de minutes. Orléans, typiquement, il y a des familles qui viennent d'Orléans, et après aussi du bassin local. Et on a aussi des familles qui sont venues nous rendre visite, mais qui viennent de province. On a rencontré une famille qui vient de Lille, une famille qui vient de Gironde. Et elles sont en questionnement, et leur souhait, ce serait dans leur changement de vie, pouvoir s'installer près d'une école, pour permettre à leurs enfants d'avoir accès à ce type de lieu et d'établissement. Donc ça pose question. On observe que du coup, les gens sont prêts à créer comme un projet de famille pour permettre d'avoir d'accès à ça. Donc l'éducation, c'est vraiment essentiel. Et ce type d'école existe en France. Alors, tu connais sûrement mieux les chiffres que moi, mais existe aussi à l'international. Est-ce que... Alors oui, comme aujourd'hui il y a vraiment plusieurs pédagogies, je ne saurais pas dire combien d'écoles alternatives nous sommes en France. Dans le réseau des écoles démocratiques, quand nous on s'était lancé, il y avait une 60aine de projets. D'accord. C'est le cas aussi dans les forest schools par exemple, qui sont vraiment des écoles au dehors toute l'année. Et nous, ce qui nous inspire, il y a des livres qui nous inspirent qui viennent de l'étranger. Si tu parles de ça, il y a Libre Enfant de Summerhill, et puis il y a aussi l'école de Sudbury, qui sont des modèles qui sont inspirants, qui sont anglais et américains, et qui ont plus d'une 50aine d'années d'existence, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas le plus précis, je ne suis pas le plus spécialiste. Mais voilà, il y a des écoles au travers le monde qui existent. Par exemple le DEC, qui est un mouvement qui connaît son réseau national, un réseau mondial, qui fédère, qui crée des conférences, qui permet des échanges. Donc vous avez des échanges avec ce réseau-là sur ce qui se passe ici ou pourrait se passer dans d'autres pays? Oui, on est en lien. Nous, on adhère à ce réseau-là. Là, j'avoue que depuis qu'on a démarré, on est moins présent sur le réseau parce que ça nous demande tellement d'énergie. D'être concrètement déjà... Du coup, on est moins dans les réseaux. Voilà, il y a un temps pour tout. On souhaiterait y revenir. Moi, à une époque, j'étais également très, très intéressé par ce que proposait le réseau des Colibris. Donc là, c'est plus national. Les réseaux de Pierre Rabhi.
Et là, on va parler d'oasis et de lieux ressources, de lieux, d'écolieux. Ça, c'est pareil, on a été plus engagé un certain temps, là, on y est moins. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y a une résonance planétaire, on le sent bien. Hein. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de voyager en Russie pour aller me former une pédagogie parent-enfant autour du jeu, hein, qui a été nommée Empower the Child, qui a été créée par un de mes maîtres russes, qui est spécialisé dans la psychologie, sociologie, anthropologie, qui a créé cette méthode autour du jeu et de la musique, afin de pouvoir photographier et mettre en lumière le lien qu'il y a entre le parent et l'enfant, et de voir à quel moment ça peut être au service de l'enfant et du parent, et à quel moment ça peut être limitant. D'accord. Tu vois, dans son épanouissement et dans son éducation. Donc ça, je trouve ça assez fascinant, et du coup, je me suis formé en premier lieu à Saint-Pétersbourg. Donc on a rencontré des familles russes qui avaient les mêmes préoccupations, qui avaient les mêmes envies, les mêmes attentes, qui créaient des écoles à pédagogie alternative et qui rencontraient les mêmes... on pouvait célébrer autant les mêmes choses et puis voir les mêmes plantades, je dirais, tu vois, les mêmes échecs. Ouais. Donc voilà, je pense que, en tout cas, à chaque fois qu'on va se retrouver autour du sujet de l'éducation de la parentalité, oui, ça fait sens pour, de manière universelle. Ouais. Très intéressant. Pour terminer, eh bien écoute, si je comprends bien cet enfant qui est au cœur du projet, donc ça l'amène à mieux comprendre l'autre, mieux se comprendre, à comprendre son environnement, donc la nature, la respecter, vivre avec elle, apprendre aussi à apprendre, c'est-à-dire créer son autonomie et faire le choix de ce qui résonne avec lui. C'est un peu ce dont on a besoin aujourd'hui, avec même chez les adultes, j'ai envie de dire, sur ces sujets que sont l'écologie ou l'implication citoyenne de la jeunesse. Sur lesquels on revient beaucoup ces derniers temps, des sujets aussi d'actualité par rapport au comportement des jeunes, des sujets de violence urbaine ou d'interaction avec les autres. Et ça commence là déjà, tout petit. Ouais, ça va commencer là. La violence, c'est un sujet, hein. Et puis c'est un sujet dans lequel j'ai plongé, j'y mets beaucoup d'énergie, notamment au travers de la communication non violente, où je me forme au parcours de certification de formateur, à travers les arts martiaux, où j'ai eu l'occasion, à travers des hommes et des femmes inspirants, à me former, et puis à aller rencontrer les parts violentes qui étaient chez moi, parce que quand je m'ignore dans mes parts d'ombre, je dirais, je peux être un peu comme une cocotte minute, quoi, une bombe sur pattes. Et c'est à quel moment je vais rencontrer un peu comme le terroriste que je peux être à l'intérieur, tu vois, avec mes parts violentes, où je peux être dans la réaction, m'emporter et balayer tout le monde et tout le système qui m'entoure d'un revers de bras. Et plutôt comment comprendre la mécanique de comment je fonctionne, de comprendre ces leviers, donc de ces réalités, ces prises par lesquelles je vois le monde, pour pouvoir être dans la connexion à soi et à l'autre d'un espace qui n'est plus celui de la réaction, mais celui du discernement, je dirais. Oui. Et donc qui crée ton autonomie parce que tu es libre de pouvoir maîtriser cet environnement et échanger avec les autres. Et donc effectivement te sort d'être coincé entre guillemets par tout ça. Ouais, quand je t'écoute, je vois que là j'avais le mot, ça te libère. Ça te permet, on s'offre le choix, tu vois, et vraiment je choisis. Qu'est-ce que je choisis de vivre, de quelle manière je choisis d'être au monde, et de quelle manière aussi je pose des limites avec l'autre. Parce que un monde bienveillant, empathique, c'est pas non plus un monde de bisounours, tu vois. J'ai aussi mon besoin d'espace, mon besoin d'intimité, de me ressourcer. Donc ça va aussi poser la question de la limite, tu vois, hein. Moi j'aime bien cette phrase qui dit que ma liberté commence quand je connais les limites de l'autre. Mais ça, il faut savoir le communiquer, le transmettre, tout à fait. Un repère. Très intéressant parce que c'est vrai qu'on associe souvent ce genre d'école à effectivement à l'école bisounours et donc d'où ma question tout à l'heure de la bonne adéquation de l'enfant
en dehors de cet environnement. Mais là, avec ta réponse, on voit bien qu'effectivement, ça apprend aussi à poser des limites, à comprendre que les autres peuvent être différents et leurs leviers de fonctionnement qui ne sont pas les siens, et avoir une bonne maîtrise effectivement de ses propres difficultés, pulsions, et à les reconnaître et à vivre correctement avec pour être quelqu'un d'épanoui. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans l'idée d'un monde bisounours avec une polarisation qui ne serait que positive. Ouais, complètement. Moi j'aime... Alors là, je vais m'inspirer d'un maître d'arts martiaux, qui disait que peut-être que si je peux voir la violence comme une tentative un peu désespérée de recréer le lien avec l'autre, moi ça me donne à voir l'autre autrement, celui qui débarque avec cette violence. Et dans ma pratique du systéma, qui a une vision un peu globale et systémique, où je vais pas faire forcément le choix de la confrontation, mais je vais travailler sur des principes qui vont me permettre d'accueillir l'autre, de le reconnaître avec peut-être sa violence, mais sans me laisser envahir et impacter par la violence qui est la sienne. Moi je vais pouvoir faire le choix de dire non et de dire stop, en mettant tout en œuvre pour me préserver, mais pas d'un espace où je vais être moi aussi la victime, ou la victime, ou plus violent que celui qui arrivera avec la violence. D'un espace qui va être celui le plus en paix possible. Ça, c'est un challenge. C'est un challenge, ça demande du temps. Honnêtement, là, faut pas être dupe. Ça demande de s'y investir, ça demande d'avoir le temps et l'espace qui te le propose. Ça, pour moi, c'est un challenge aujourd'hui. Très bien. Donc, si j'ai bien compris aussi, ça crée cette pédagogie amène à ce que les enfants soient assez ouverts, assez autonomes et assez créatifs. Ils ont l'habitude de travailler en mode projet, ils comprennent bien l'environnement dans lequel ils se trouvent, que ce soit des environnements d'ailleurs différents. Ils sont assez ouverts au monde. J'ai cru comprendre en entendant ça que c'était des profils qui étaient appréciés dans des endroits comme la Silicon Valley par exemple, parce que justement très adaptables, très créatifs, avec une vision, un certain leadership. Ouais. Ce que tu dis là, moi je l'avais également lu, c'est qu'effectivement des élèves qui ont eu la chance de passer par ce type de cursus développent une forme effectivement de leadership, parce qu'ils développent des qualités qui vont être celles de manager un groupe, d'être à l'écoute de chacun et de ce qui est important pour chacun. Et du coup, les grandes écoles, quand ils font des vœux de faire des études supérieures, souvent leurs demandes sont acceptées. Voilà. Ça nous donne un repère, ça nous donne un indicatif. Et voilà, parce qu'ils développent quoi ? Ils développent la connaissance de soi, la connaissance d'un système. Ici, par exemple, la démocratie, on va en parler. Mais aussi des systèmes organisationnels. Tu vois, je vois que derrière toi, je voyais, j'entrevois un livre qui est le livre de Fred Laloux, c'est Reinventing Organization. C'est aussi assez intéressant de pouvoir passer par les prises de comment fonctionne une organisation et quels sont ses avantages, ses inconvénients. Tu as toujours un bénéfice ou pas. Et puis de pouvoir s'en inspirer pour vraiment créer quelque chose qui va être plus en lien avec les valeurs qu'on veut vivre en fait, et partager avec un groupe, un collectif, une entreprise. Donc ça c'est intéressant. Et du coup, penses-tu que cette idée, cette pédagogie, cette manière d'entrevoir l'école peut s'ouvrir par exemple à des choses plus classiques de l'éducation nationale ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Est-ce qu'il y a des passerelles qui existent ? Ou est-ce que vous allez être dans des mondes un peu séparés, bien que vous êtes déjà un peu en lien, puisque vous respectez le socle commun et donc vous avez des rapports. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, à mon avis, je vais parler de mon expérience et puis de ce que je connais. Et il y a des projets inspirants. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, il y a des personnes qui m'inspirent. Et ces personnes-là essaient de vraiment mettre du et pas du ou. Tu vois. Donc, faire du lien, créer des passerelles. Là, je vais nommer une femme qui m'accompagne sur mon parcours de formation en communication non violente, c'est Véronique Gaspard, qui a créé avec une autre formatrice en CNV, Catherine Schmider, l'association Déclic.
Et elles œuvrent pour former des gens de l'éducation nationale, donc les cadres, les personnels, afin que ça puisse être profitable à tous. D'accord. Que tout le monde dans cette société puisse avoir accès à toutes ces ressources. Ça paraît essentiel si on veut vraiment vivre aussi une forme d'égalité, tu vois, d'équanimité, de choses comme ça. Moi, sur le plan plus local, il y a l'école des parents ici qui existe, et des éducateurs. Voilà, il y a des interventions, des partenariats qui se mettent en place. D'accord. Et c'est hyper motivant en fait de pouvoir être au service de ce qu'on a pu comprendre et découvrir, et de pouvoir partager et le transmettre à des gens qui sont sur le terrain. Oui. En fait, tu vois, parce que quand on connaît la réalité d'un éducateur spé, où ils sont confrontés à tellement de difficultés pédagogiques, de violences institutionnelles, ou de la violence dans le rapport avec l'autre, ou oui, pouvoir contribuer à avoir accès à d'autres ressources et ouais, c'est important. C'est important, et puis ça existe, c'est en route. Voilà. Que ces écoles-là fassent partie d'un tout, et que ce soit pas isolé. Alors on va souhaiter une longue vie à Upaya avec plein de futurs petits êtres bien dans leur environnement, bien avec la nature, bien avec la démocratie, bien dans la société, bien dans leur vie déjà, et bien avec eux-mêmes. et puis donc longue route pour le développement de votre école, mais si je l'ai bien compris, c'est en bonne route effectivement. Donc voilà, longue vie à Upaya. Merci. Merci à toi. Beaucoup, Béatrice. À bientôt. Hello everybody, I'm with Lisa Arsenault today, and we are talking about a special program for young ladies called LL Pearls. We are with Dakota too, so Lisa, explain us what you do and why you created this program. Yes, so this is a camp that we concentrate in the summer for young girls ages 10 to 12. And during this time, we have 7 days of camp. We also have teen mentors that are ages 16 to 18, and they act as a bridge between the young girls and the adults. And what we do in this program is we teach girls about their body and how their body changes from being a young girl and into a woman. So I created this program because I was actually in the store with my son shopping for prom, and I saw that there were a total of 26 women and daughters that I noticed had arguments. And the arguments were not about dresses, they were not about the cost of the dress, but it was about their bodies. And either the mothers had really nice bodies or the daughters had really nice bodies, and it ended in an argument. And they were not able to discuss sort of why they were uncomfortable about their bodies. And I saw that there was definitely an emotional need to talk about bodies and that emotional response when you have a different body. And that spoke to me about how society, we're not comfortable as women talking about our bodies and our body types, and we have no guidance for that. And that, to me, to have 26 women, you know, in just a matter of an hour time frame, that was a void that was missing. And I felt like our young girls needed to have some empowerment that your body is, no matter how you look, your body is precious. And so the pearl actually I chose is because most of the pearls are cultured pearls, and they're grown and they're given steroids, and they're not really true representations of what a pearl is. A real pearl is actually at the bottom of the ocean, and is very, very rare. And the oyster is actually beaten up and it's at the bottom of the ocean, but those are the most precious pearls, and those are the real pearls. And they're not perfectly round. They're actually misshapen, but they're the most precious because they have the best luster, and they're the strongest, and they're the most beautiful. So I felt like that is the perfect representation of what I wanted our girls to understand about what inner beauty is and what it means to be beautiful. Because if you can appreciate your inner beauty, then you can understand what it means to have outer beauty. So this is a summer camp, and yes. How many days does it last? It lasts for 7 days. For 7 days total. Okay, and during these 7 days, you have a lot of people coming to work with the girl in different kind of profession and different specialists working with the girls? Yes, so each day during lunchtime, we have lunchtime panelists that come and explain their careers, from architects to physicians to Scientologists to geologists.
a lot of different professions that are not typically thought of to be with women. And the women would explain to them their challenges of being in predominantly male professions and what challenges they had to occur and sort of overcome to become and sustain those professions. And we also had different seminars throughout the day that were taught, and it was told a completely female staff throughout the entire day. Yeah, because beauty is beauty inside and outside, so... Right. But one of the important parts of that is when they learn about their body is that everyone doesn't have the same type of body. And so that's sort of the theme of LL Pearls, and the reason I came up with the oyster is that the oyster, most people don't see the oyster as very pretty, but the oyster is very strong, and the outside of the oyster is very rugged, but it protects the pearl, which is inside. And so It's very symbolic of the woman and what it is to have inner beauty. So the inside is what is most precious, and that is the pearl, but the outside is strong, and if you didn't have that oyster, you would not have the inner beauty. So it's very symbolic. That's very progressive because you're working on different planes. Because that also gives them empowerment to know how to conquer the world and what they will meet in the world and sort of the obstacles that they need to overcome. Yeah, some women can do it by themselves, so you help them to have this knowledge. Yes. Dakota, you were at this program last summer. Can you explain how was this experience? Yeah. It was really exciting because we got to have fun and learn about ourselves and our bodies at the same time. Yeah, and what kind of activities you do during this camp? Lisa told us that you learn to have the right makeup, the right clothes, but also learn how is a young woman and how is her body. So we got to try makeup, and then we also got to learn how to dress ourselves correctly, and we learned about our bodies, and then we had to say which body image we had. You also learn what can be your future profession, isn't it? Yes. I want to be a fashion designer, so when they brought in the people with the clothes, it really helped me understand it more. What kind of degree you can have, and perhaps how you can have extra courses to succeed, things like that? Yes. Oh. And did you enjoy it? Yes, it was really fun, and I got to learn a lot. Okay, perfect. So Lisa, you're doing this program each year, isn't it? Yes. And what I would like to do is, one of the things that we did do is that each of the women, when they came in, we presented them, because these women, when they came in, they were giving of their time and they were sharing of their profession. So what I had the girls do is they actually gave something back to them that was handmade, a gift of an oyster that it was a real oyster that we bleached and we painted, and we actually gave that to them with a pearl. And so we gave that to each of the guests with their name on it. So because it represented the inner beauty, so we gave that to each of the guests because it was symbolic of their gift to us, and so giving something back to them. So that's something that we definitely will continue with the program. And my ultimate goal is to have this program in France and have sort of an exchange program with the young girls in the United States and with the girls in France. Oh, yeah. So after that, you have a book with a lot of information and things you have written during the camp. That's correct? Yeah, so it's basically a workbook, and in the beginning of the workbook we have explains the whole mission of it, and it talks about LL Pearls and explains the oyster and the pearl, the meaning, but it also has all of the professions of all of the different women that were there. So we have people that did require high school diploma, but also some that required trade school, onto college, doctorate degrees, and master's degrees, so various professions that the girls were exposed to, and they were able to learn what they would need to do if they wanted to do that. But then it also had their family tree, so they would learn about their family tree, but also what their body. So it had definitely we had some pretty serious pictures here about what it was to become a female. So this is a book that they actually could take home and actually visit with their parents about too, if they needed to have additional information from their parents to explain it to them.
You have a lot of partners. I saw that you have work moments with the Lycée Français. Yes. Too. Lycée was very instrumental. They allowed us to hold the camp at their school. And one of the reasons we did that is because our goal eventually is to actually do an exchange program in France, to have girls in France to do the same thing and hopefully be able to work to have an exchange program there. Yeah, because this is a very progressive program. I think this is a creation and an original creation. So yeah, it will be interesting to develop the concept. So yeah, very interesting. Perhaps something you want to mention about the concept or something about the program, Lisa? Well, I can say one of the things, I know Dakota has something that she'll give to you. One of the things that we did for all the women that came to our program is we made them an oyster. We actually used real oysters that people actually eat. We take the shells and we bleach them, and then we actually paint them. So it's a very labor-intensive task. But all of the women that came to us, many of them paid for their own flights. We had a makeup artist that came to teach the girls about makeup, and she paid for her own flight to come and teach them about makeup, and that was a gift of very special gift for the girls. So when we made these, it was a gift of love that was done. And so this was also, it showed that, your inner beauty, when you give something, it's from inside. It's not necessarily the outer beauty that matters. But when you give something from inside, it shows like how beautiful you are. And so your outer beauty is even greater when you do that. Perfect. So you can check LL Pearl on the website, on the internet? Yes, on Instagram and Facebook we have a page. It's LL Pearls. Okay. And you can all the information is there with our goals and our mission and what it means to be an LL Pearl, and explains everything about the meaning of the oyster and the pearl. And so that is sort of just embodies the whole concept of the camp, and that's why the pearl is so precious. And the pearl is inside, and it's inside of you. So Beatrice, we have this for you because you are, actually working on the, supporting our camp. And so this was something that we gave to all of the women there. So this is our gift that we gave to each of the women that came. Dakota. Thank you, Lisa. So this is the pearl, and this is the oyster, and there is my name on it. Oh, thank you very much. You're welcome. I hope the program will continue to grow up, and we hope that you will do an exchange with French. Yes, we're excited about that. So thank you, Lisa. Thank you, you. Dakota.